quelques photos qui ont été préservées et qui chacune représente une séquence particulière. Nous sommes à l'époque d'Europe Action. L'époque d'Europe Action commence après la fin de l'Algérie, commence à la fin de l'année 62 et précisément commence au début de 1963, 63 à 67. Mais ce sera une période très riche qui va être marquée par plein de choses, par la rencontre avec des personnages nouveaux qui vont jouer un grand rôle. Je pense à Jean Mabir qui se trouve sur cette photo. Nous sommes 4. Nous sommes dans les locaux qui étaient ceux d'Europe Action et d'une librairie que nous avions créée, qui était la librairie de l'amitié. Nous avions de cette façon-là à nos dispositions des locaux pour travailler, un immense sous-sol où se faisaient les expéditions, quelques pièces où il était possible de se réunir pour travailler, et là, je reconnais les lieux, c'était une pièce de travail, et dans cette pièce de travail, autour d'une table, avec apparemment une boisson, on reconnaît Jean Mabir, François Brignot, Jean-André Fauché, en grande discussion avec moi-même. Alors, qu'étions-nous en train de concocter, concevoir, etc., quelque chose d'important et de sympathique, sans doute. Nous sommes dans les années 59 et qui vont conduire à la fin de l'Algérie française. Et là, je tombe sur une photo du 24 janvier 60 à Alger. Nous avions un groupe actif à Alger qui avait été créé par l'un de mes amis personnels, Michel Leroy, qui avait été mon camarade en Algérie, à l'armée. Nous partagions la même façon de voir. Je crois que j'ai contribué un peu à orienter son engagement politique. Son engagement politique en Algérie a été total. Il était ingénieur dans la recherche pétrolière au Sahara. C'était quelqu'un qui avait une personnalité très ouverte, très forte, quelqu'un de très sympathique, qui avait une sympathie sensible. Il avait un certain don de la parole, il plaisait au milieu dans lequel il était, c'est-à-dire le milieu des Français d'Algérie, alors que lui-même n'était pas Français d'Algérie, mais il savait leur parler, il était en phase avec eux, il a joué un rôle important avant qu'il ne tombe dans des circonstances tragiques que je vais peut-être évoquer un tout petit peu après. Bref, 24 janvier 60, la rue descend à Alger. Et bientôt ce seront les barricades, mais avant les barricades, il y a une grande manifestation qui a comme particularité de porter cet emblème que nous avions imaginé en France, qui est un très vieil emblème, dont nous avons fait un emblème politique à ce moment-là, qui est la croix celtique, qui était devenue un emblème politique. Et on la retrouve à la fois sous la forme d'un petit brassard avec l'association des couleurs françaises autour de cette croix celtique, et on retrouve la photo de la manifestation à Alger qui brandissait en très grand les croix celtiques. Et quelques heures après cette manifestation, ce seront les fusillades qui vont conduire à la semaine des barricades qui va mettre en grande fragilité le régime de l'époque. Et puis, l'époque galope, les événements galopent, et nous allons nous retrouver à la veille du putsch de 1961,
d'avril 1961. J'étais personnellement en relation avec un certain nombre des acteurs militaires. Je n'ai pas pu réaliser ce que j'envisageais de réaliser. J'ai raconté ça dans Le Cœur rebelle, je ne vais pas y revenir. J'ai été arrêté quelques jours avant la veille du putsch d'Alger, dans des circonstances qui restent troubles. J'ai été arrêté par 4 policiers de la brigade criminelle qui venaient me cueillir. Moi, spécifiquement. Il y avait à côté de moi quelqu'un d'autre qui, lui, a pu s'échapper et qui a disparu. Moi, j'étais bouclé. Ma seule satisfaction dans cet instant-là, ou dans les instants qui ont suivi, c'est que, contrairement à tant d'autres, j'étais arrêté, mais je n'ai fait arrêter personne. C'est-à-dire que j'avais avec moi sur une feuille de papier cigarette des numéros de téléphone qui étaient codés, mais qui auraient pu être décodés assez rapidement sans doute. Mais quand j'ai été fouillé par la police, dans les locaux de la brigade criminelle, j'ai foncé sur ce petit bout de papier qu'ils avaient extirpé de mes poches, et j'ai pu l'avaler à leur grande fureur. Alors ils m'ont mis à poil, ils m'ont attaché avec des menottes au radiateur, enfin bon, le truc classique, mais trop tard. Ils n'avaient pas ce qu'ils éventuellement cherchaient. Et quelques jours après, avec toutes les habitudes qui sont celles de la souricière, etc., je me suis retrouvé à la prison de la santé que je connaissais bien. C'était la 3e fois que je m'y trouvais, une vieille connaissance. Vieille connaissance, en effet, car en 1958, je l'ai dit, j'avais été arrêté une première fois, pendant quelques jours. Le lendemain du 13 mai, le 14 mai au matin, un maton, jeune maton, j'ai appris par la suite que c'était un Français d'Algérie, ouvre la porte de la cellule et me dit « Monsieur Venner, l'armée a pris le pouvoir en Algérie. » Ça, c'était en 58. Il se trouve que, au mois d'avril 1962, le même maton ouvre la porte de ma cellule et me dit « Monsieur Venner, l'armée vient encore de prendre le pouvoir en Algérie. » Bon, bref. Là, j'étais pour un certain nombre de mois, ça a duré 18 mois. Et je me suis retrouvé à la 6e division de la santé, qui était la division politique. Nous étions peu nombreux. Il y a eu bien d'autres, par la suite, il y a eu bien d'autres divisions qui ont été ouvertes avec plusieurs centaines d'hommes arrêtés en Algérie, militaires, civils, etc., qui étaient enfermés là en attente d'un jugement. Moi-même, je n'ai jamais été jugé à ce moment-là, je n'ai été jugé que plus tard. C'est la raison pour laquelle je suis resté longtemps à la santé. Et dans cette division, il y avait les généraux, un certain nombre de généraux du putsch, le général Faure, pour qui j'avais beaucoup d'estime, qui était un homme courageux, extrêmement sympathique, courageux, et avec qui j'avais essayé de monter des choses. Bon, ça n'a pas pu se faire. Il y avait le général Gouraud, il y avait le général Van Uxem, il y avait différents colonels qui ont transité, qui passaient par là et qui ensuite, passés en jugement, étaient envoyés dans des centrales un peu partout en France, plus un certain nombre de civils. Et je retrouve un dessin qui avait été fait par un codétenu qui va devenir un très
très grand ami, pour moi un très grand ami, Jacques de la Roque-Latour, qui faisait des dessins humoristiques très drôles. Ce dessin se rapporte à la célébration de la Saint-Michel, patron des parachutistes, voilà, et il nous représente autour de la table commune qui était la nôtre. Alors nous n'étions peut-être pas tous représentés, mais un certain nombre, et alors il avait un talent pour les dessins humoristiques, mais pas forcément pour croquer la réalité des visages. Heureusement, il avait mis les noms des différents participants, et je vois que d'un côté il y a le sien, de l'autre côté il y a le mien, et puis il y a ceux d'un certain nombre, y compris de certains des généraux qui se trouvaient là. Donc c'est une image de cette époque-là. Général Faure, dont j'ai parlé, homme tout à fait estimable et tout à fait sympathique, qui avait fondé, créateur du premier RCP, illustre régiment parachutiste, qui par ailleurs était un homme des troupes de montagne et qui commandait en Algérie une division de montagne. Ça, c'est une photo qui a été prise de votre serviteur par je ne sais qui en prison. Et je retrouve un souvenir du premier livre que j'ai publié en sortant de prison. C'était une sorte de bande dessinée réalisée par Jacques de la Roque, qui signait Choral, et qui se rapportait à ce que nous avions vécu en prison tous ensemble, sous le titre Journal d'un imbastillé. C'est un livre qui a eu son heure de gloire à ce moment-là, qui a été saisi très vite, et ce petit document rappelle tout à la fois la saisie du livre et les poursuites judiciaires qui ont suivi. L'action continue, l'action d'Europe Action, nous l'avons évoquée à un autre moment, je ne vais pas revenir dessus, elle sera multiple, elle portera sur une formation intellectuelle, sur une méditation collective, sur la définition de nouvelles orientations qui, comme le nom l'indique, Europe Action, porte évidemment sur une vision européenne des choses, sur une conscience européenne, mais qui s'accompagne de toute forme d'action politique. C'est ainsi que nous avions célébré une grande réunion dans la plus grande salle de la Mutualité, ce qui était une salle importante à l'époque. Nous avions commémoré le 10e anniversaire de l'insurrection nationale hongroise de 1956. Et en regardant rapidement, je reconnais certains des visages que l'on voit à la tribune. Et puis, toujours au hasard de ces photos que je retrouve de ci, de là, je n'en ai pas gardé beaucoup, je vois cette photo qui, elle, est un petit peu plus tardive. C'est une photo qui est prise en Italie, à Turin précisément. Un colloque avait été organisé sur le thème de la liberté de la culture, je crois, et je vois avec plaisir mon ami Jean Mavir, qui est là, je suis à côté de lui, et à côté de nous deux se trouve Armin Moller, l'historien bien connu de la Révolution conservatrice. Et voilà, cette manifestation rappelle plus exactement des liens de connivence intellectuelle que nous pouvions avoir avec de grands intellectuels européens, parfois avec des combattants aussi. Je retrouve cette photo, je suis à côté de Erwan Bergo. Erwan Bergo était un combattant tout à fait admirable de la guerre d'Indochine, deuxième classe à Dien Bien Phu, livre célèbre en son temps. Il avait combattu à Dien Bien Phu, fait prisonnier par les Viets, failli en crever comme tant d'autres, mais rescapé. Il avait perdu un œil au combat. Ensuite, il combattra en Algérie comme officier de parachutiste, officier précisément des services spéciaux.
Et plus tard, il deviendra un écrivain militaire célèbre. Il a écrit d'innombrables livres avec une plume très, très déliée, très, très vigoureuse. Et là, nous nous retrouvons quelques années plus tard à célébrer avec deux autres de ses camarades militaires je ne sais quelle fête des troupes de marine, puisque j'aperçois un gâteau avec une encre de marine au début, et la soirée a l'air extrêmement gaie, très vive. Toujours parmi les photos souvenirs qui sont évocatrices de moments forts, je retrouve une photo, j'avais rencontré lors d'une rencontre avec le général Bijard, que j'avais bien connu, avec son grade de colonel Bijard, non pas que j'ai servi sous ses ordres, mais nous avions, à l'époque de la guerre d'Algérie, plusieurs amis en commun. Je me souviens d'être allé le voir en 1958, alors que j'étais tout jeune, pour essayer de le faire participer à une action qui aurait été bien folle, bien belle, bien folle, mais à laquelle il s'était refusé, car c'était un combattant militaire courageux, mais qui ne se sentait pas fait pour les aventures politiques. Bref, c'était toujours un plaisir pour moi de le retrouver, ce que cette photo traduit à sa façon. Une autre photo avec une rencontre qui est absolument différente, qui est une rencontre avec le grand historien allemand Ernst Nolte, lorsque celui-ci était venu à Paris, beaucoup plus tard, pour la publication, pour la sortie de la traduction de son livre sur la guerre civile européenne. Guerre civile européenne, où il donnait une interprétation qui était à l'origine de ce qu'on a appelé en Allemagne la querelle des historiens, où il remettait en cause toutes les interprétations conventionnelles de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui avait précédé la Seconde Guerre mondiale depuis la révolution bolchevique de 1917. Il voyait, il ne se trompait pas, même si on peut avoir des interprétations différentes, il ne se trompait pas en voyant dans la révolution bolchevique de 1917 la matrice de toutes les autres révolutions européennes, y compris celles qui étaient totalement opposées au bolchevisme. C'est un esprit supérieur. Nous avons eu, lui et moi, par la suite, de très nombreux échanges. J'ai publié dans la revue dans la Nouvelle Revue d'Histoire, j'ai publié plusieurs entretiens avec lui, qui sont des entretiens marquants, et plusieurs de ses livres ont été publiés en France. Et puis, je retrouve encore une photo que je regarde avec une certaine émotion, car c'est la dernière photo qui a été prise en compagnie de François de Coursouvre. François de Coursouvre, tout le monde le sait, était conseiller personnel de François Mitterrand, et c'était une aventure assez étonnante que celle de cet homme, qui dans sa jeunesse avait été d'une droite un peu radicale. Il était proche de l'Action française avant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il a participé à des actions de résistance, mais une résistance, c'était la résistance pétainiste, comme François Mitterrand. C'est une des raisons importantes pour lesquelles, par la suite, ils se sont retrouvés, il y a eu un accord entre François Mitterrand et lui. Mais j'ai raconté ça dans des livres, donc je ne vais pas m'étendre. Simplement, François de Coursouvre était un homme libre, qui avait conservé son entière liberté d'esprit, indépendamment des fonctions officielles qui étaient les siennes à l'Élysée, à côté de François Mitterrand. Il avait par ailleurs des fonctions importantes comme président des chasses présidentielles. Il en avait fait un instrument politique et diplomatique,
et il était lecteur de mes livres, livres historiques et livres sur les armes qui à cette époque-là étaient nombreux. C'était un amateur d'armes, c'était un grand chasseur et il avait souhaité me rencontrer. Il m'avait invité à l'Élysée plusieurs fois, ensuite il m'a invité à de très nombreuses chasses présidentielles, à Chambord, Marly, Rambouillet, etc. Et nous étions liés incontestablement d'amitié. Nous avions toutes sortes de complicités communes, de sympathie, etc. et de clins d'œil aussi que nous échangions. Et voilà, cette photo a été prise à Chambord un soir d'une chasse où nous avions tiré un certain nombre de sangliers et c'était peu de temps avant sa mort qui reste une énigme. Initialement, je l'avais interprété comme un suicide et je l'avais salué comme tel. Je pensais que c'était un acte de courage et de noblesse de la part d'un gentilhomme. Par la suite, j'ai eu entre les mains des éléments qui tendent à prouver que c'était peut-être plus un assassinat qu'un suicide, mais j'ai raconté ça dans différents écrits, je ne vais pas revenir là-dessus, mais je salue sa mémoire. Sa mémoire et nous amène à l'univers de la chasse que nous avions en commun, qui nous avait réunis, qui pour moi était si important, qui a été très important dès mon enfance. J'étais un petit Parisien qui avait passé toute la guerre à Paris pendant l'occupation avec le régime des restrictions et une atmosphère qui n'était pas toujours d'une folle gaieté. Et je crois que après la libération de Paris, à la fin de l'année 1944, alors que tout l'ouest de la France était libéré, bien entendu, notamment la Normandie, qui avait beaucoup souffert des suites du débarquement et de la bataille de Normandie. La Normandie commençait à se recomposer très difficilement. Bref, à cette époque-là, moi j'avais 9 ans, 1944, et une relation de ma famille a proposé de m'emmener pour des vacances de Noël en Normandie. C'était formidable de pouvoir sortir de Paris, ce que je n'avais jamais fait pendant 4 ans, comme tout le monde, comme beaucoup. Et je suis parti avec cette personne, c'était dans la région de Caen. À l'arrivée, il y avait une petite carriole qui nous attendait. Et ce fut le début d'un rêve. Pendant une dizaine de jours, je me suis retrouvé dans la maison du garde-chasse d'un château. Et cette maison normande, construite en colombage, en plein hiver, un hiver froid et ensoleillé, me faisait découvrir un monde que je ne connaissais pas et qui pour moi a été un monde de rêve définitif et que je n'ai pas cessé de vouloir retrouver. Et peut-être la maison dans laquelle nous sommes en ce moment a-t-elle traduit le désir que j'ai toujours eu de retrouver ce paradis perdu que j'ai connu pendant quelques jours de mon enfance, dans un endroit vraiment de rêve, qui m'a fait découvrir également la chasse, parce que ce garde-chasse avait hébergeait une sorte de braconnier, mais en tout bien, tout honneur et en bonne connivence. La chasse avait été interdite, évidemment, pendant la période de l'occupation, et notre braconnier, qui était un jeune type, avait ressorti son fusil, ses cartouches, et il m'emmenait avec lui. Et il m'utilisait comme chien de chasse, c'est-à-dire que, non pas pour dépister le gibier, mais pour ramasser
le gibier qu'il avait tiré. Il tirait des pigeons, il tirait des lapins, et il m'a fait découvrir, j'étais seul avec lui, nous allions dans la campagne et dans les bois, et j'ai découvert avec lui l'univers magique qui est celui de la nature vraiment sauvage, des animaux qui étaient très nombreux à cette époque-là, puisqu'ils avaient été épargnés pendant toute la guerre, et lui tirait, et moi, je ramassais le gibier. Et il m'a fait sentir l'odeur de la sauvagine, l'odeur particulière d'un lapin de Garenne qui vient d'être tiré et qui porte en lui l'odeur grisante, enivante que je sens encore de la sauvagerie. Et je crois que c'est là que j'ai été gagné pour toujours à la magie, la beauté, la poésie de la nature sauvage, de la sauvagerie et bien sûr de la chasse, car tout cela se trouve associé. Et la chasse, c'est la grande aventure de l'existence, se trouve associée la vie, la mort, la beauté. Admirable, et de cela, je n'ai jamais été guéri. J'ai participé à peu près à toutes les formes de chasse. J'ai chassé à court, je crois que je dois avoir quelques photos qui restent. Chasse à court avec l'équipage Pays d'Ouche qui découplait sur la voie du Cerf en forêt de Lyons-la-Forêt. Admirable, j'habitais à cette époque-là. Et là, c'est une photo où je suis en compagnie de mon cheval Kozak. Nous avons, pendant des années, tous les deux chevauché ensemble, enfin lui était en dessous et moi au-dessus. Très bon cheval. Excellent et fort souvenir. Une autre photo où, en dehors de la période de chasse, je prenais le plaisir et le divertissement de l'équitation. D'autres photos, alors j'ai chassé un petit peu partout. Ça c'était une photo d'une chasse en Espagne, une photo d'une chasse en Écosse où je venais de tirer un très beau brocard, c'est-à-dire un chevreuil mâle dans les moors d'Écosse. Photo en Carinthie, magnifique région d'Autriche, où j'allais à l'affût du cerf, et là je suis en compagnie d'un chien de rouge allemand. Ce sont des chiens magnifiques qui ont un odorat extrêmement subtil. Ils sont très beaux par ailleurs. Une photo à Chambord, lors d'une chasse présidentielle où l'on tirait, chasse remarquablement organisée, où nous tirions des sangliers. Et là, je venais de tirer un sanglier, quelqu'un a pris une photo. Ça, c'est une photo qui est prise en Afrique, à la frontière du Mali et du Sénégal, où après 8 jours bien crevants, nous avions pisté des buffles. Enfin, un matin, les buffles ont été à la portée de ma carabine. J'étais dans un état de fatigue avancée, ce qui se voit un petit peu sur le visage. Voilà, souvenir d'un autre univers qui n'a rien à voir évidemment avec celui de la vénerie. Ça, c'est une photo de mon équipage, enfin de l'équipage auquel j'avais l'honneur de participer, dont j'avais l'honneur d'être membre, l'équipage Pays d'Ouche qui découplait, comme je l'ai dit, sur la voie du Cerf en forêt de Lyons. C'est une photo qui a été prise non pas pendant la chasse, puisqu'on voit que les pommiers sont en fleurs, donc nous sommes au début du printemps, mais c'est à l'occasion d'une fête de chasse. Et le maître d'équipage ainsi que son épouse sont là représentés avec la meute, très beaux chiens courants qui avaient une gorge magnifique et qui nous ravissaient dans la forêt. Et puis 2 photos avec mes chiens préférés.
ma chienne Tosca, qui était admirable, malheureusement qui a disparu. Les chiens vivent moins longtemps que nous. Et là, une photo avec mon chien Taras, qui était un Tervuren. C'était pas un chien de chasse, mais j'allais. Taras a vécu dans cette maison. Malheureusement, il est mort depuis. C'était un chien magnifique, intelligent, un très bon compagnon. Et j'allais en forêt seul avec lui, sans armes, et je le tenais en main, mais il avait, comme tous les chiens, un odorat extrêmement développé, ce qui fait qu'il sentait immédiatement les passages d'animaux que moi je ne pouvais évidemment pas discerner, mais lui, avec cette subtilité d'odorat, immédiatement le sentait. Donc nous étions en connivence, nous chassions sans armes, mais nous chassions, c'est-à-dire que nous étions dans la sauvagerie et nous entrions dans le secret de la sauvagerie. C'est finalement cela qui est la vérité de la chasse.